Django, have you always been alone? Django! Django, have you never loved again? Love will live on, life must go on, for you cannot spend your... Personne. Finir est souvent plus difficile que commencer. Comment finir? Mais un homme comme toi doit finir en beauté. Tu es venu rien que pour me dire ça? Ah non. Pourquoi tiens-tu tellement à faire de moi un héros? Mais tu es déjà un héros. Ce qu'il te faut, c'est un beau final, pour que tu puisses passer à la postérité. Ce que je ne vois pas encore dans tout ça, c'est... Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Un homme, un vrai, doit croire en quelque chose. C'est vrai que quand ils chargent, on croirait qu'ils sont 1000. Ça, c'est un exploit. Tu finiras dans les livres d'histoire. Et pendant qu'ici-bas, tu auras le nez dans les bouquins, je serai là-haut, moi, parmi les morts. Bonjour à tous. Donc dans ce fabuleux western dont le titre est Mon nom est personne, Il mio nome è nessuno, avec le grand Terence Hill et le très grand Henry Fonda qui a vraiment la classe, Sergio Leone nous narre les aventures d'un bandit, Jacques Beauregard, dont le but est d'accéder à l'histoire, à la mémoire collective et de ne pas être oublié, mais de devenir un héros. Cet extrait que nous venons de voir nous fournit ainsi une bonne entrée en matière pour comprendre ce que signifie de manière concrète et simple, en un sens donc ontologique, le concept d'histoire, qui semble être à première vue une spécificité de la nature humaine, puisqu'il est toujours lié à la mémoire, individuelle, le souvenir d'un proche, ou collective, le souvenir d'un héros national, et à la capacité pour l'homme à être conscient du temps, mais surtout du temps qui passe, et des dimensions du temps qui sont révolues, comme le passé, les générations précédentes qui sont mortes et qui ne sont plus. C'est ainsi que Nietzsche, dans les considérations intempestives, va différencier l'homme de l'animal. L'homme est un être historique, qui est capable de se souvenir, qui est conscient du temps qui passe, alors que l'animal est un être anhistorique qui ne possède pas d'histoire, pas de conscience du temps qui passe, mais qui s'épuise dans le présent des besoins. Voilà, la fourmi est incapable d'avoir conscience de sa mort, alors comment pourrait-elle être consciente de la mort de ses congénères? Et donc comment pourrait-elle avoir une histoire avec la mémoire des reines fourmis passées, reine 1, reine 2, reine 3? Voilà, donc c'est vraiment l'histoire est un critère de différenciation zooanthropologique qui permet de distinguer l'homme de l'animal. On peut ainsi dire que tout individu, vous comme moi, a deux types d'existence. Une existence qui est corporelle, matérielle, temporelle, biologique, et qui est vouée à la décrépitude et à l'entropie. La destination finale, c'est la poussière, juste en dessous de cet écran. Le deuxième type d'existence, c'est une existence plus historique, par le souvenir, une existence spectrale, si vous voulez, où on va peut-être durer 100 ans, vous comme moi, dans la mémoire de nos enfants ou de nos petits-enfants. Guère plus. Voilà, parce qu'il faut se le dire aussi, c'est qu'on est quand même voué à l'oubli. On est voué à sombrer dans le sillon de l'oubli, à ne plus être rien du tout, à être dans le néant. Voilà, à penser à tous ces individus qui étaient là il y a peut-être des centaines d'années et qui maintenant n'ont plus aucune trace dans les registres civils de Ferney ou dans les archives, parce qu'on s'en débarrasse, parce qu'il y en a trop. Eh bien, on sera voué au même sort.
Voilà, les gens du futur ne se souviendront même pas que nous eûmes existé. On sera plus rien. Pourrons-nous accéder, avec un peu de chance, à ce que Jean-Pierre Vernant appelle la belle mort. Donc c'est un concept qu'il décrit dans L'individu, la mort, l'amour, un essai qui porte sur la Grèce antique, où la belle mort, en fait, c'est la mort qui n'en est pas une, c'est la mort transition, c'est la mort ouverture vers l'éternité du souvenir. C'est la mort du guerrier jeune qui accède à cette jeunesse éternelle justement dans le souvenir et qui devient un héros. C'est grâce à la mort que le personnage historique devient un héros, accède au rang de héros. Alors que la laide mort, qui est généralement celle qui nous attend, c'est la mort du vieillard qui est recroquevillé dans son lit et dont le dernier souffle n'ébranlera pas le cours des affaires humaines, puisque c'est une mort qui est véritable, une mort qui laissera place à un petit temps de souvenir et puis ensuite un oubli inévitable. Voilà. Et la belle mort, c'est aussi la mort de Jacques Beauregard dans Mon nom et personne, puisque c'est ce que va dire précisément Personne, qui est le personnage, parce que lui n'a pas de nom, lui sera oublié. Il va dire à Jacques Beauregard, il va lui dire, donc maintenant tu as tué les 150 bandits de la horde sauvage, mais il te reste une dernière chose à faire pour rentrer dans l'histoire. Et il dit, ben, c'est quoi? Mourir. Mais attention, c'est pas mourir trébuché sur les rails du train, non. C'est mourir en héros, dans la bataille, en tuant énormément de bandits, donc les bandits de la horde sauvage. Et grâce à cette mort, eh bien, il pourra accéder à l'éternité de sa condition héroïque, en fait, et donc figurer dans les manuels d'histoire. Voilà, donc on a un premier sens qui est un sens ontologique, qui désigne l'histoire comme l'histoire événement, une spécificité de la nature humaine par opposition à l'animal. Mais il convient de souligner un autre sens qui est très très important, c'est le sens non plus ontologique, mais épistémologique. L'histoire est une discipline analytique dont le but est d'étudier l'enchaînement temporel des faits humains et des événements. On retrouve cet aspect épistémologique et scientifique dans l'étymologie même du terme histoire, qui provient du grec historien, dont l'inventeur fut le premier historien Hérodote, et qui a donné lieu en ancien français au terme histoire, comme histoire naturelle, qui désigne en fait la biologie comparée avec les organismes, et qui désigne une discipline analytique et une science en fait, une science véritable. Donc il y a vraiment un lien entre l'histoire et la biologie, et donc l'histoire a une prétention scientifique. On peut synthétiser ces deux directions en empruntant une distinction qu'on trouve dans la langue allemande entre le terme Geschichte, qu'on ne trouve pas en français, et le terme Historie. Qu'est-ce que signifie le terme Geschichte? C'est l'histoire-événement, au sens ontologique du terme. C'est le fait au moment même où il s'accomplit. C'est Jacques Beauregard dans Mon nom et personne, lorsqu'il va tirer sur les 150 bandits de la horde sauvage, au moment même où il le fait. C'est un fait qui fait partie de l'histoire dans son déroulement. Historier, cette fois-ci, c'est le recul réflexif, voilà, le regard que va avoir l'historien par rapport à ce fait. Donc c'est le moment où l'historien va écrire donc, son manuel d'histoire et va étudier les faits. C'est l'histoire comme science humaine, comme discipline. C'est la biographie de Jacques Beauregard, au moment où on va écrire et lier à d'autres causes, évidemment, l'événement, l'affrontement final de Jacques Beauregard. Voilà, c'est le moment où on écrit le fait, où on l'analyse. Voilà, donc ça c'est l'histoire comme discipline, comme science. Ainsi, on peut dire que l'histoire désigne simultanément deux réalités. D'abord, l'enchaînement temporel des faits et des événements humains, ce qu'on appelle, on l'a vu, le devenir de l'homme. Ensuite, son récit objectif et véridique. Nous allons ainsi analyser les différents attributs de cette discipline particulière qu'est l'histoire dans le paysage des sciences, à commencer par l'attribut principal, évidemment, c'est que l'histoire est un récit qui porte sur le passé. Une histoire du futur, eh bien, c'est une antithèse. Bien orgueilleux et bien malin celui qui pourra nous donner une histoire du futur. Et c'est cette exigence qui peut être aussi un handicap, parce que l'histoire ne peut donc pas prédire et pas prévoir comme la physique, que Aristote va mettre en lumière au chapitre 9 du traité de l'interprétation, en nous proposant une distinction entre la poésie et l'histoire. Attention, la poésie au sens propre,
ça désigne toute forme de production fictive, poiesis. Un drame, un poème ou un film de Sergio Leone, cela fait partie de la poésie au sens de poiesis. Eh bien, cette espèce de grande œuvre fictive porte sur le vraisemblable, précisément la règle de la vraisemblance. C'est quoi le vraisemblable? Eh bien, c'est ce qui est possible, ce qui peut avoir lieu, parce qu'en fait, le but de la poésie, du cinéma, des romans, c'est d'analyser, de mettre en lumière un universel de la nature humaine. Voilà, pensez au titre des comédies de Molière, c'est le Tartuffe, l'hypocrite, le misanthrope. À chaque fois, c'est le caractère universel, quoi. Pensez au film de Mon nom et personne de Sergio Leone, où il va mettre en lumière Jacques Beauregard, c'est-à-dire le cow-boy charismatique du Far West qu'on aime tant et qui est redoutable autant que redouté, et qu'on peut retrouver de manière partielle dans des cow-boys qui ont vraiment existé, mais je veux dire, en tant qu'universel, eh bien, il existe seulement dans le film, mais il n'a pas existé historiquement. Voilà, donc c'est un universel. L'histoire, elle ne porte pas sur une espèce de caractère universel, mais plutôt sur le nécessaire, c'est-à-dire sur ce qui a eu lieu. Et donc l'objet de l'histoire est particulier. Il s'agit d'un homme ou d'un groupe d'hommes qui fait une déclaration, qui tire sur un autre groupe. Donc à chaque fois, c'est un événement historique qui a eu lieu. Le nécessaire, dans la métaphysique d'Aristote, se définit ainsi: c'est ce qui ne peut pas être autrement que ce qu'il est. L'histoire ne va pas inventer ce qui s'est passé. Elle va essayer, le plus fidèlement possible, de se rapprocher de ce qui a vraiment eu lieu et donc d'expliquer, de déterminer les causes. C'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs maintenant, en essayant de trouver vraiment quelle est la cause du Covid-19. Les historiens à venir essaieront justement de déterminer cette cause-là, qui demeure jusqu'à présent assez floue quand même. Pour Aristote, l'histoire ne peut donc porter sur le futur, parce qu'elle est vouée au nécessaire. Et le futur, lui, est lié vraiment à la contingence, ce qui peut être comme ne pas être. Voilà, demain, il pourra se passer telle chose, comme il pourra se passer autre chose. C'est ce qu'il appelle, il est très important à retenir ça, les futurs contingents. Les futurs contingents. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait rien de manière nécessaire de ce qui se passera demain. Et donc, l'histoire qui porte sur le nécessaire, par définition, par opposition, ne peut porter sur l'avenir. Et donc, vous voyez que cette caractéristique fondamentale distingue aussi l'histoire d'autres sciences qu'on juge parfois plus nobles, on peut en douter, comme la physique. Pourquoi? Parce que la physique, eh bien, elle est intemporelle. Son objet, c'est une entité physique qui n'a pas de subjectivité, qui n'est pas un être humain. Et donc son comportement est prédictible à l'avenir selon des grandes lois qui sont les lois naturelles. Le physicien va pouvoir prédire le comportement d'un atome à l'avenir, parce que comme il est un atome et qu'il n'est pas libre, eh bien, on peut savoir de manière extrêmement précise son comportement. Voilà, parce qu'il ne fait que exécuter les grandes lois de la nature et les grandes lois de la physique. L'homme, lui, objet de l'histoire, eh bien, c'est un être qui est libre. Et on trouve déjà chez Aristote une réflexion proche de l'existentialisme sur l'être humain comme créature libre, avec l'avenir comme plein de possibilités qui sont liées à la liberté d'action. Et donc l'homme, lui, eh bien, on ne peut pas prédire son comportement, parce qu'en fait, c'est à lui de décider. On ne sait pas. Et vous voyez que ce défaut de l'histoire face à la physique qui peut prédire de manière certaine ce qui se passera demain chez l'atome, la supériorité de l'histoire sur la physique. Parce que, certes, on pourra dire, comme le fait Schopenhauer dans le supplément du livre 3, du monde comme volonté, comme représentation, que l'histoire n'est pas une science, c'est-à-dire un système hiérarchisé avec des axiomes, des lois, des hypothèses, et bien plutôt un demi-savoir, comme il dit, une connaissance qui est condamnée à ramper sur le terrain de l'expérience. On pourra dire ça. Mais on peut dire aussi que si l'histoire apparaît comme imparfaite, c'est parce que son objet est bien plus complexe que l'objet de la physique. Le physicien, eh bien, il va pouvoir programmer presque, prédire le comportement d'un atome. L'historien, lui, son objet, eh bien, il est infiniment plus complexe qu'un atome, puisque c'est un objet qui peut être une subjectivité, qui ne diffère pas de lui. Il s'agit d'un être humain. Et donc, ce qui apparaît comme un handicap est en fait le signe d'une noblesse, et fait toute la beauté de cette superbe science humaine qu'on appelle l'histoire. J'aimerais terminer par un exercice qui n'est pas ludique pour le coup, mais qui est très pertinent, parce que ça vous permet d'enrichir votre vocabulaire pour les études supérieures.
Voilà, donc vous devez me communiquer par mail les différents sens des termes suivants, conjecture, prédiction, hypothèse. Voilà, comment on peut les différencier les uns des autres, je vous préviens, c'est pas facile. C'est très utile parce que vous allez pouvoir préciser votre vocabulaire alors que vos camarades, peut-être l'année prochaine, eh bien, vont les considérer comme des synonymes. Et ensuite, vous devez me répondre aux questions suivantes. Peut-on dire que l'histoire est capable de prédire l'avenir? Peut-elle faire des hypothèses, avec le sens précis de ce qu'est une hypothèse? Et peut-elle effectuer des conjectures? Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous remercie. I don't think it's nice you laughing. You see, my mule don't like people laughing.